Alors qu'en freelance, personnellement, j'ai une telle liberté de travailler qu'en fait, j'ai envie de travailler et j'ai pas forcément envie de rester toute la journée sur mon canapé. C'est vraiment une envie profonde de me lever et de me dire, là, je vais faire mes petites interfaces aujourd'hui. Tiens, j'ai un atelier avec tel client. Je les aime. Je pense que le design doit être au service des utilisateurs tout en rapprochant les marques de leur public. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis plus de 10 ans, spécialisé dans le design d'applications mobiles. Avec Design Plus, je vous propose d'aller à la rencontre des designers français UX et UI qui partageront leurs expériences, leurs passions, leur inspiration. Ce podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Marie Bernard, qui est UX et UI designer. Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Comment vas-tu ? Ça va et toi? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons bien entendu parler de toi, mais également aussi de ton parcours. Et est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Oui, pas de souci. Bon, du coup, je suis Marie Bernard, je suis UX UI designer. Donc, je suis basée à Toulouse, mais je travaille avec des clients partout en France. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'UX UI design, en gros, je conçois des produits web, donc des applications, des sites internet, des logiciels, des plateformes, et je vais en fait réfléchir à l'ergonomie, l'arborescence, pour répondre à des problématiques d'utilisateurs. Et ensuite, je m'occupe aussi de toute la partie design de l'outil. D'accord, donc quand tu dis design, on pense à l'UI design, c'est ça? Exactement, Au c'est design ça. d'interface. Exactement. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ton parcours, Marie, et particulièrement, aujourd'hui, tu travailles en freelance. Et est-ce que je pourrais savoir pourquoi tu as choisi le freelance en fait? Alors c'est bien parce que c'est un petit peu par hasard, et c'est pas, en fait, c'est pas un choix que j'ai fait en mode: «Oh, je vais faire ça». En fait, j'ai commencé un petit peu à côté de mes études, parce que, bah, c'était le moyen de gagner un petit peu d'expérience et surtout de mettre un peu de beurre dans les épinards. Et puis c'est comme je suis passionnée par ça, c'était aussi facile plutôt que de prendre un job étudiant un peu plus classique. Et en fait, une fois que j'ai été diplômée, en attendant de trouver un poste, j'ai continué comme ça en faisant du freelance et puis c'est resté. D'accord, donc c'est plus de fil en aiguille quoi en fait. C'est ça, tout à fait. C'est pas une décision que j'ai prise du jour au lendemain. D'accord. Et aujourd'hui, tu es contente de ton activité? Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, moi aussi, je suis aussi freelance, tout comme toi. Mais par contre, c'est vrai que j'ai choisi un autre angle. Je suis passé par une société. C'est vrai que, bon, auparavant, je venais d'un autre monde que le design UX et UI. Voilà, donc j'ai choisi le confort d'une société. Beaucoup de personnes vont aussi choisir ce parcours-là. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi toi, tu as choisi de rester dans cette activité de freelance? Parce que j'étais plus libre en fait dans toutes les manières de travailler possibles que j'ai pu tester. Le freelance, c'est ce qui correspond le plus aujourd'hui à la manière dont j'ai envie de vivre. Euh, le fait, bon, ça va paraître un petit peu facile, hein, mais voilà, j'aime le fait de pouvoir m'accorder des pauses quand j'en ai besoin. Et le freelance, ça m'ouvre cette liberté-là, alors que le salariat, pas forcément. Et je suis quelqu'un qui se focalise beaucoup sur la productivité, plus que sur les horaires ou le présentéisme qu'on peut beaucoup retrouver dans beaucoup de sociétés, malheureusement.
Et c'est vrai que c'était des modes de fonctionnement qui me plaisaient pas du tout quand j'étais salariée. D'accord. T'as, Et t'as été salarié pendant combien de temps? alors j'ai été salariée de toute ma vie. Alors j'ai fait des petits jobs saisonniers comme tout le monde, je pense, ou comme du moins beaucoup de personnes. Ensuite j'ai été 1 an dans une entreprise à Toulouse lors de mon apprentissage, et ensuite j'ai fait 6 mois dans une grosse entreprise française. D'accord, ok, très bien. Du coup, depuis combien de temps tu es passé en freelance et comment tu as débuté en fait ton parcours? Alors ça s'est fait un petit peu en dents de scie. Donc j'ai commencé, alors officiellement, j'ai ouvert mon auto-entreprise le 1er février 2019. Ah oui, Donc effectivement, c'est tout récent, oui, tout à fait. ouais, je suis vraiment toute jeune dans le freelance. Et donc en fait, donc février 2019, j'étais encore en études et en apprentissage. D'accord, Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, en septembre, du coup, quand j'ai été diplômée, j'ai commencé à chercher des postes, des offres, des opportunités dans l'UX/UI à Toulouse. Et comme j'en trouvais pas des masses, je me suis concentrée plutôt sur le freelance. Et pour le coup, j'ai eu beaucoup plus de facilité en fait à décrocher des opportunités en freelance que pour des postes. Donc j'ai continué comme ça. J'ai fait ça donc de septembre 2019 jusqu'à février 2020. Et en fait, en février 2020, j'ai été contactée par une société que j'avais précédemment rencontrée pour un poste d'accord, pour lequel j'avais pas été retenue, du coup. Et en fait, ils étaient en train de négocier une grosse mission gouvernementale, et ils voulaient que je sois UX/UI sur le projet. d'accord, ok, bah, Donc génial. j'ai Ouais. accepté parce que c'était une très très belle opportunité. Mais du coup, ça voulait aussi dire 6 mois de salariat. Donc pour moi, c'était un petit peu aussi un test en mode est-ce que oui ou non le salariat ça peut me convenir ou pas. Et voilà, étant donné que c'était quelque chose qui avait une fin, je me sentais pas du tout emprisonnée, ce qui n'était pas le cas avec les CDI. Et à la fin des 6 mois, en fait, je me suis rendu compte que je voulais pas rester dans cette entreprise et que c'était pas, je voulais pas continuer en fait à être salariée, et j'avais envie de retourner en freelance. Donc du coup, depuis septembre 2020, je suis de nouveau en freelance, et je compte bien le rester jusqu'à ce que, je ne sais pas, on verra. Et en fait, c'est quoi est-ce que c'est un problème par rapport à la structure de la société ou c'était plus par rapport à tes attentes intérieures à toi? C'est un petit peu des deux, je dirais. Donc, déjà par rapport moi, à mes attentes, donc, bon, je savais que forcément le salariat n'aurait rien à voir avec ma vie de freelance que j'ai pu avoir pendant 6 mois. Je me faisais pas d'illusions là-dessus, hein, je le savais. Mais j'ai quand même réussi à être déçue. Parce que voilà, il y a ce très gros truc de d'avoir entre guillemets la bonne image en entreprise. On a toujours envie, voilà, d'être bien vu par les boss. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des journées où je restais même 1 heure après avoir fini mon travail, juste parce que j'avais fini à 16 heures. Hmm. Et que bah, partir à 16 heures, non quoi. Ça fait, bah c'est un peu, voilà, ça fait pas négliger, mais pour être vulgaire, ça fait branleuse. On aurait dit que voilà, je voulais pas donner cette image-là forcément aux collègues qui, eux, en plus, pouvaient parfois rester jusqu'à 18-19 heures. Et je voulais pas, voilà, de renvoyer une mauvaise image qui n'était pas professionnelle, qui n'était pas impliquée. Moi, c'était plutôt ça les mots. Et c'était, du coup, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Et après, en termes de structure de l'entreprise, j'ai eu des rapports conflictuels avec des personnes, et j'envisage pas de travailler pour toujours entre guillemets, ou du moins sur du très long terme, avec quelqu'un avec qui ça coince fortement. Hmm. Je peux pas. Je pense que quelque part, en termes de freelance, on a besoin de se dégager de ce temps aussi pour pouvoir respirer, faire une autre activité pendant un certain temps ou s'échapper en fait de la structure de l'entreprise. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, tout à fait, tout à fait.
Et qu'est-ce qui te fait envie aujourd'hui en tant que freelance? Qu'est-ce qui te fait envie, oui, qu'est-ce qui te fait lever chaque matin en tant que freelance? Mon réveil, mais non, alors plus sérieusement, donc, c'est bah, déjà, c'est le fait de me dire, c'est peut-être un peu bizarre de penser comme ça, mais en tout cas, moi, c'est vraiment un des gros plus. C'est le fait de me dire que si je ne veux pas me lever le matin, je suis pas obligée de me lever. C'est-à-dire, par exemple, si jamais il y a des matins où je suis pas très bien et que j'ai pas d'obligations comme des rendez-vous ou ce genre de choses, je vais m'accorder le fait de rester peut-être au lit 2 heures de plus pour au final, arriver super en forme, et je sais pas et faire une journée de fou. Ce qui n'est pas le cas par exemple, bah, quand tu es salarié, c'est-à-dire que tu commences à 9 heures et tu commences à 9 heures et si tu n'es pas bien, tu appelles, ton manager ou ton patron et tu lui dis: «Je suis malade» et tu n'y vas pas de la journée. Hmm. Et beh, ça pour moi par exemple, c'était quelque chose de très culpabilisant quand j'étais en entreprise parce que j'avais l'impression de trahir quelqu'un quand je faisais ça. Alors que bizarrement, bah, si c'est moi qui me dis je m'accorde 2 heures de plus pour prendre le temps, pour voilà, pour vraiment être mieux, je le fais et en fait, d'une manière générale, je passe une journée super productive derrière en fait. Est-ce que tu penses, tu parles de productivité, donc aussi de créativité, Mhm. est-ce que tu penses que les designers pourraient être ou devraient être en majorité des gens qui seraient des freelances plutôt qu'en entreprise? Alors non, parce qu'il y a des gens qui sont pas faits pour le freelance et c'est pas grave. Et aujourd'hui, enfin en tout cas, de ce que moi j'en vois avec l'œil que j'ai, ma génération, ils poussent énormément les jeunes voilà à devenir leur propre boss, à faire ce qu'ils veulent et c'est pas quelque chose qui convient à tout le monde. Il y a des gens qui se plaisent tout à fait dans le salariat et c'est parfaitement compréhensible. Et ça me pose pas de problème. Maintenant, personnellement, le salariat, c'était quelque chose qui parfois pouvait entraver ma créativité parce que du coup, eh ben, il y avait des fois où je me levais et j'allais au travail, mais en fait, j'avais absolument pas envie d'être là, mais tellement pas envie que j'étais à deux doigts de me faire passer pour pâle. Sauf que ça ne se fait pas, on peut pas faire comme ça, en tout cas pas dans le monde du salariat. Alors qu'en freelance, personnellement, au contraire, j'ai une telle liberté de travailler qu'en fait, j'ai envie de travailler et j'ai pas forcément envie de rester toute la journée sur mon canapé. C'est vraiment une envie profonde de me lever et de me dire là, je vais faire mes petites interfaces aujourd'hui. Tiens, j'ai un atelier avec tel client, je les aime bien, ils sont sympas, ça va bien se passer. Donc, je pense pas que tout le monde soit fait pour le freelance, et ni même que tout le monde en ait envie. Mais je pense qu'il faut aussi un petit peu, comment dire, démystifier le fait de se mettre en freelance quand au final c'est ce qui nous correspond le plus. D'accord, ok. Tu nous as parlé des avantages. Est-ce que pour toi, quels sont les inconvénients du freelance? Bah, du coup, c'est aussi la liberté parce que ben, quand on a du mal à s'autodiscipliner, ça peut être très 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 difficile d'embrayer en fait et de se mettre au travail, de se dire allez là je me pose et je traite mes mails, voilà je fais des rendus aux clients, je programme des réunions, des rendez-vous. C'est aussi c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient cette liberté parce que ça peut nous faire toucher des sommets, autant ça peut nous faire sombrer très vite dans un schéma un peu toxique, où on D'accord. n'a pas envie de travailler, donc on s'y met pas, sauf que du coup, vu qu'on s'y met pas et qu'on pratique pas, on est moins créatif, donc du coup, on a l'impression de plus avoir d'idées, donc on a moins envie de travailler, et c'est un cercle vicieux. D'accord. Ça, Et et est-ce que toi, tu as peut-être un conseil à donner justement comment tu t'essayes de nuire à à cette trop grande liberté? Est-ce que tu as un moyen, un conseil que tu pourrais donner pour se fixer, je sais pas, peut-être des objectifs ou réaliser des choses? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour éviter la l'oisiveté en fait? ce serait de faire un emploi du temps, comme à l'école. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais
c'est voilà, on prend son agenda et on se dit pendant 2 heures, je vais travailler là-dessus, puis je vais passer 2 heures là-dessus. Tiens, je vais me mettre un rendez-vous ici. Et c'est en fait, voilà, c'est peut-être dynamiser un petit peu sa journée. Après, chaque personne fonctionne d'une différente manière. Je sais que l'agenda, ça marche très très bien pour certaines personnes et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de se lever et juste une fois qu'ils sont réveillés, qu'ils ont pris leur café, c'est qu'à ce moment-là qu'ils vont se dire bon alors qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire. Il y en a pour qui voilà juste le fait de faire des petites to-do list pour la journée ça va fonctionner. D'autres ils ont besoin d'avoir un emploi de temps cadré. Euh, donc voilà, moi je prends un peu des deux méthodes, c'est-à-dire qu'il y a des journées où je programme rien et que je choisis ce que je vais faire en fonction voilà de ce que j'ai dans ma to-do et bien sûr des ordres de priorité aussi. Et il y a d'autres journées au contraire où ben voilà j'enchaîne les rendez-vous et la journée est très rythmée. D'accord, ok. Et donc, toi, tu viens de nous dire que tu étais plutôt to do et agenda, et du coup, tu t'organises, tu crées ton agenda plutôt en début de semaine, en cours de semaine ou à la journée. Comment tu fais? Non, alors ce que je fais en général, c'est quand je décroche une nouvelle mission, parce que en tout cas moi, c'est là où je vois qu'il y a vraiment une montagne de travail et où tout peut s'accumuler, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et en général très peu de temps. Euh, donc je vais vraiment avoir besoin de prioriser ce que je fais et du coup ça va plutôt être à chaque fois que j'ai réussi à décrocher une nouvelle mission, je ficelle un peu un agenda en fonction de ça et bien sûr des autres projets que j'ai en cours. Mais comme ça, au moins, voilà, je cale mon emploi du temps un petit peu par rapport aux tâches prioritaires de ce nouveau projet-là. D'accord, ok. Et donc, ça veut dire que, en fait, ton activité extra, un peu plus personnelle, c'est quelque chose qui vient après, c'est ça? Alors, non, ça vient pas forcément à la mission, mais en fait, disons que je sais comment je m'organise. Alors, c'est très compliqué à expliquer, mais en fait, voilà, je connais maintenant un petit peu comment un projet s'articule, la mécanique. Je sais que le début du projet, c'est toujours à fond, à fond, à fond. Et en général, quand on commence à fournir quelques écrans, quand on commence à fournir une bonne partie des écrans, le travail ralentit un petit peu. C'est normal, hein, Hmm. le temps que les développeurs intègrent, le temps qu'il y ait des retours de la part des équipes, des différentes équipes ou du client, euh, ça se ralentit un peu et en fait j'organise mon agenda en fonction de ça. Donc je sais que quand je vais décrocher par exemple une nouvelle mission le mardi, ça risque d'être un petit peu la course jusqu'à la fin de semaine. Mais je sais que voilà, peut-être 2, 3 semaines après, en fonction de la charge de travail, ça se sera sûrement calmé et j'accepterai de prendre d'autres projets. C'est aussi comme ça que je regarde si j'ai des disponibilités ou pas quand on vient vers moi et qu'on me le demande. Après, ça veut pas dire que les autres projets passent en second plan. Ça veut juste dire que je m'arrange toujours pour que quand j'accepte une nouvelle mission et que je sais que ça va être un petit peu le speed pendant quelques jours, ce soit à un moment vis-à-vis de mes autres projets, que ce soit plutôt un moment creux où j'ai des choses à faire, mais que c'est pas forcément urgent, c'est pas forcément pressé. D'accord, ok, très bien. Tu disais que tu avais commencé le freelance entre la fin de tes études et avant ton diplôme. Est-ce que pour toi, est-ce que ça a été très difficile? Est-ce que ça a été quelque chose d'insurmontable? Est-ce que ça a été un méga challenge ou finalement tu as fait ça plutôt en mode cool et puis c'est ce que tu fais, c'est ce que tu continues aujourd'hui? Cool, très très cool même. J'ai en fait, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens autour de moi quand je leur ai dit donc bon déjà mon conjoint l'avait fait avant moi d'ouvrir sa propre société, enfin en tout cas micro-entrepreneur. Hmm. Donc déjà j'avais quelqu'un sur qui me reposer, il a su voilà, il m'a encouragé à le faire et puis surtout il a su me guider, voilà, il faut faire comme ci, comme ça. Il m'a un petit peu donné des clés. D'accord. Et quand je l'ai annoncé à des proches, ils m'ont dit, enfin, ils ont tous été très contents. Ils ont dit que c'était une décision courageuse. Enfin, alors qu'en fait, pour moi, c'était vraiment, je voyais ça juste acquérir de l'expérience.
et c'était pas un geste courageux ou enfin, c'était pas du tout comme ça que je le voyais. Donc c'est vrai que c'était très à la cool et je me suis dit: «C'est juste, histoire de me faire de l'expérience et si en plus ça peut voilà, me faire gagner un petit peu d'argent en plus de mon salaire d'apprenti, c'est cool». Hem donc en fait, je suis pas partie avec, une pression, monumentale dans ma tête, même si des fois, c'était un petit peu l'impression que ça donnait quand j'en parlais aux proches qui étaient là: «Oh mais c'est vraiment, c'est waouh, elle a la pression quoi, vraiment, c'est ça y est, c'est du sérieux, tu ouvert ton entreprise». Bon, alors j'étais là: «Calmez-vous, c'est pas une multinationale non plus, c'est» Mais donc voilà, c'était je le voyais en fait, j'avais l'impression de pas du tout le percevoir de la même manière que ce que mes proches pouvaient le percevoir, donc c'était très à la cool. Je me suis dit: «C'est pas le plan de secours, mais c'était presque un peu ça», tu vois? D'accord, ok. Mais en fait, effectivement, si tu as bénéficié des conseils de ton conjoint, en plus c'est quelqu'un de très proche, je pense que tu étais super rassuré puisque lui, il était déjà passé par là, il avait toute l'expérience qu'il avait acquis, et toi, finalement, tu n'avais plus qu'à suivre la démarche qu'il avait déjà eue précédemment, quoi. Ouais, enfin, en tout cas, sur tout ce qui est, purement, technique, côté, voilà, Hmm. ouvrir la micro-entreprise, faire ses déclarations, c'est sûr que j'ai vraiment pu m'appuyer sur lui. Après, étant donné qu'on n'a pas la même manière de travailler, puis on faisait pas on travaille pas particulièrement sur des projets similaires, là, du coup, c'était un petit peu plus un grand saut dans le sens où il a vraiment fallu que je trouve une méthode de travail, une méthodologie aussi, et une gestion de projet qui était adaptée à ma vision des choses. D'accord, ok. Parce qu'aujourd'hui, tu as une méthodo qui est particulière, à part celle que tu disais tout à l'heure, non? Alors particulière, je sais pas si c'est vraiment particulier, mais en tout cas, je sais que c'était pas forcément la même que celle que j'avais eue comme exemple jusque-là, donc enfin, il y avait des choses que moi j'avais envie de faire différemment et que, bah, forcément du coup j'ai fait mes tests et bon, aujourd'hui j'en suis là, donc je suppose qu'a priori c'est que ça fonctionne assez bien, mais après, en termes de méthodologie, non, je suis pas, je pense pas sortir de la norme. En tout cas, j'ai déjà parlé avec plusieurs de mes collègues, que ce soit des graphistes ou des designers UX, UI, euh, mais des freelances en général. J'ai pas forcément une méthodologie qui sort de l'ordinaire. Très bien. On dit que souvent les freelances, ce sont des personnes qui sont multicasquettes, c'est-à-dire qui sont marketeurs, qui sont en même temps comptables, qui sont en même temps qui font en même temps aussi du design pour notre cas. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oh oui, c'est vrai. C'est ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Faut avoir pas mal de casquettes et c'est pas toujours très, très facile et ça fait partie des désavantages, du freelance. Il faut ouais, faut savoir faire pas mal de choses, il faut se former assez rapidement, surtout quand on débute. Mais après, c'est comme tout, en fait, il faut avoir la volonté de le faire et si on se lance et qu'on se dit: «Ah ouais, non mais moi, ah non, je ferai pas de prospection parce que c'est vraiment, je suis nulle à ça», faut pas se lancer. D'accord, ok. Est-ce que bah, là tu parlais de prospection, comment toi tu prospectes? Peut-être que tu ne veux pas nous le dire d'ailleurs, c'est peut-être un secret, mais Non, c'est pas un secret parce que je pense qu'on est beaucoup à faire comme ça. Alors, moi je prospecte majoritairement sur, mon image et mon travail sur le web. Donc en fait, je vais publier, des posts sur LinkedIn, donc ça peut être souvent c'est des posts de mon travail. Alors soit de projets que j'ai faits, soit d'idées de projets, voilà, des concepts, ce genre de choses. Soit c'est des petits carousels, un petit peu pédagogiques sur certains aspects du design, ce genre de choses. Et en fait, c'est pour moi, en tout cas, c'est ça qui marche. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que j'arrive à générer des prospects et du coup des clients. d'accord. Donc ça veut dire que par le biais de LinkedIn, les prospects te contactent directement, soit dans un commentaire ou soit en messagerie directe. Ouais, c'est ça. Alors en général, c'est en messagerie directe, c'est voilà, il m'envoie une demande de connexion et en général, alors soit il couple ça à un petit message, «On a envie de travailler avec toi», soit, d'abord il me demande en ami, enfin en ami,
pardon, d'abord il me demande, voilà, en connexion et ensuite, il m'envoie un message et on discute et puis après s'ensuit tous les calls et tous les Hmm, rendez-vous téléphoniques. d'accord. Et tu travailles particulièrement avec des entreprises en lien direct ou plutôt via des agences? Comment ça se passe? Non, en général, c'est plutôt avec une entreprise en lien direct. D'accord, ok, mais c'est très bien, très bien. Ok. Et tout à l'heure, tu disais que tu t'étais lancé tout de suite, ou en tout cas avant la fin de tes études. Pour Mmh. toi, quel caractère il faut pour se lancer en freelance? Est-ce qu'il y a besoin d'être plutôt fort, d'être, je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui doit avoir un caractère fort ou est-ce qu'il y a besoin d'être une surfemme ou une surwoman pour se lancer en freelance aujourd'hui? Je pense pas. Je pense que de toute façon, c'est le freelance, c'est si on a envie de le faire et si on a envie de se donner la possibilité, il y aura toujours moyen de réussir. Après, c'est sûr que des fois, on part avec plus d'avantages ou plus d'inconvénients selon son tempérament. Par exemple, je sais que, voilà, j'ai des connaissances, qui ont du mal à s'adapter parce que soit, elles sont beaucoup trop gentilles et du coup, bah, souvent elles se font marcher dessus, heu et ben, forcément c'est jamais bon pour le business de se faire marcher dessus par son client, Hmm, de pas arriver à s'imposer, c'est une vraie difficulté dans ce métier. ouais, Soit à l'inverse, ce sont des trop forts caractères et là, pour le coup, c'est très très vite, comment dire, très vite. Alors, je ne sais pas si le terme est approprié, mais c'est très vite monter au créneau, très vite réagir, hmm, pas devenir agressif, mais très vite ouais, froid. Voilà, voilà, devenir froid très vite et très distant. Et alors, j'ai de la chance ou pas d'ailleurs. Je pense que je suis à peu près au milieu, donc je suis quelqu'un de patiente et j'essaie de mettre le plus de patience possible d'a- avec mes clients, mais je me laisse pas non plus faire et on peut pas m'arnaquer facilement entre guillemets. Ceci n'est pas un défi, ne le d'accord. faites pas. Mais voilà, je pense qu'il faut réussir à faire la part des choses et être le plus diplomate possible. D'accord. D'ailleurs, est-ce que tu penses que la diplomatie, c'est aussi le rôle du designer ou plus le rôle d'un freelance ou les deux? Je pense que c'est les 2 parce que, bah, déjà, quand on est UX/UI, on se retrouve dans pas mal de situations où il faut qu'on justifie nos idées. Je pense que du coup, toi-même étant designer, tu Hmm, connais, tu sais oui. de quoi je parle. Oui. Voilà, il faut savoir défendre ses idées, surtout quand on sait qu'on a raison. Bon, même si on n'a pas toujours raison, mais voilà, quand on sait qu'on a raison, il faut vraiment défendre ses idées. Donc quelqu'un de trop souple aura tendance à se laisser marcher dessus et à dire au client: «Bon, bah, d'accord, bah, OK, je me plie à ce que vous voulez». Mais du coup, ça veut dire qu'il pourrait mettre en péril, le projet, alors peut-être pas dans une grande dimension, mais en tout cas, voilà, il pourrait inclure des erreurs dans son prototype, dans son rendu, en ayant trop voulu plaire au client. Et à l'inverse, pour moi, un designer qui monte trop vite dans les tours et qui est trop froid, trop distant, bah, c'est pas très bon parce que c'est censé être quelqu'un qui est proche des utilisateurs et bah, c'est difficile d'être proche des utilisateurs quand on a un caractère distant et froid. Et Ouais. puis surtout, la question que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce que cette personne réagit face à la critique? Et est-ce que cette personne répond bien à ça? Parce que, bah, encore une fois, en tant que designer, on est beaucoup confronté aussi à la critique. Alors, la plupart du temps, elle est constructive. Bon, ça arrive qu'on tombe sur des gens qui sont moins bien élevés, on va dire. Mais en tout cas, que ce soit en entreprise ou en freelance, la critique est présente et il faut savoir l'encaisser et en apprendre. Et du coup, faire mieux. Et ça, il y a des tempéraments qui le supportent pas. Et du coup, c'est un peu problématique, que ce soit en freelance ou pas. Hmm. D'ailleurs, je pense que, comme tu disais, la critique fait partie de notre métier. Pour moi,
Je l'accepte très facilement. Je discute et j'échange avec mes clients ou mes prospects pour la même raison. C'est que bah, la critique de d'autres designers, je l'accepte très bien et au contraire, je pense que ça peut que nous élever. Au contraire, pour moi, c'est constructif tous les jours. Je sais pas ce que tu en penses. Non, je suis complètement d'accord avec toi. La critique, c'est une part très importante du métier et qui ne fait qu'avancer les choses. Du coup, forcément, il faut savoir l'écouter et il faut savoir en tirer quelque chose, surtout. Marie, est-ce que tu pourrais nous raconter une courte expérience qui t'a plu en freelance dans un projet où tu t'es bien senti, qui s'est bien déroulé finalement, s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Du coup, alors c'est un projet qui est encore en cours. Donc je sais pas si j'ai le droit de les citer, donc je ne vais pas les citer. Sait-on T'as jamais. raison, exactement. Euh, donc voilà, donc c'est un projet pour une application et donc c'est donc la personne m'a contacté via LinkedIn. Donc on a fait un premier entretien téléphonique ou visio, je sais plus, qui s'est bien déroulé. On a bien accroché, on s'est bien entendu. Et ils étaient, enfin l'équipe du coup, ils étaient très contents voilà de ce que je pouvais faire comme visuel et ils avaient envie d'avoir un petit peu mon point de vue sur le prototype qu'ils étaient en train de De- concevoir. D'accord. Donc j'ai commencé par faire un audit avec eux. Donc étant donné que c'était un produit qui n'était pas encore développé, j'ai surtout fait un audit sur les écrans qui existaient déjà et voilà, je leur ai donné des pistes de réflexion sur les axes d'amélioration possibles. Euh, Visiblement, ce que j'avais à leur proposer leur a bien plu. Et donc, on a continué ensemble. Et aujourd'hui, je suis en train du coup, de complètement designer l'application. Euh, c'est un projet dont je suis fière, déjà parce qu'il est colossal. Il y a vraiment beaucoup de travail. Et surtout, l'équipe est très très contente de mon travail. Et donc, ben, forcément, je suis contente aussi. Du coup, si ça leur convient, c'est super. Et donc, on a fait une première partie des écrans. Donc, on a un petit peu vu ensemble, on a priorisé quels étaient vraiment les écrans très importants. Étant donné que c'est une start-up, ils sont encore en cours de démarchage, si je puis dire, auprès des investisseurs. Donc il leur fallait les nouveaux écrans le plus vite possible, chose que j'ai faite, avec une première version, on va dire, de l'application simplifiée du coup, puisqu'il y a que certaines fonctionnalités qui ont été illustrées. Hmm. Ils ont pu démarcher de nouveaux investisseurs et ben, du coup les décrocher aussi dans certains cas. Donc c'était super de voir que avec ben, un petit bout de mon travail, ils arrivaient à convaincre des gens d'investir. Là, le projet avance, donc on commence un petit peu plus à aller dans les écrans, pas oubliés, mais les écrans en général qu'on ne présente pas à des investisseurs, comme voilà les paramètres du profil, les paramètres de confidentialité, ce genre de choses. Donc on est en train de travailler sur voilà tous les écrans un petit peu plus secondaires de l'application et ça se passe très bien. Je suis très contente et eux aussi. Et ils m'ont appris quelque chose récemment. J'étais assez fière de moi. Ils m'ont dit qu'ils avaient participé à un atelier que l'incubateur dans lequel ils sont hébergés organise sur l'UX UI. Ils ont montré les écrans à une UX UI senior du coup qui a pas mal de chemin derrière elle et qui apparemment a dit que l'application était vraiment très bien pensée, et à tel point que ça faisait plus penser à une refonte qu'à une création d'app. Donc D'accord. Ah, super. j'étais très contente. D'accord, bah super. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je me mets à ta place aussi, et c'est vrai que s'investir dans un projet de quasiment de A à Z, c'est intéressant. Et puis surtout, quand on est félicité, ça fait tellement de bien. Et je pense que c'est vraiment très important de même de s'auto-féliciter des fois pour le travail qu'on a fait, même si le client le fait pas ou qu'il a oublié de le faire. Je pense que c'est important et essentiel. Je sais pas ce que tu en penses.
tout à fait. Et surtout que, enfin, c'est l'impression que j'ai, mais dans ce milieu, on peut très facilement être victime du syndrome de l'imposteur. Et dans notre métier, c'est vrai que parfois on peut manquer de reconnaissance. Personnellement, j'ai toujours été, ne serait-ce qu'un petit peu félicitée. Bon, parfois trop félicitée. Enfin, je veux dire, j'ai fait des trucs super dont je suis très fière, mais des fois, c'était un petit peu, il y a toujours des gens un petit peu dans l'abus, mais c'est mieux vaut trop que pas assez. Et Absolument. mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est important et surtout de savoir reconnaître que ce qu'on a fait c'est bien, parce que parfois, même quand ça vient de la bouche du client et qu'il nous dit bravo, on est bien et puis on se remet à douter 2 minutes après. Et faut aussi savoir, comme tu dis, se féliciter et s'accorder le fait que ce qu'on a fait, c'est super. D'accord. Est-ce que tu as rencontré des clients ou des prospects où c'était plus compliqué et donc tu donnais ou tu avais donné un travail qui était plus négatif ou tu avais eu une relation assez compliquée avec ce client? Oui, il y a eu un client au tout début du freelance. Alors c'était pas négatif, c'est juste que le client était, il savait précisément ce qu'il voulait et en fait j'avais pas du tout de liberté. Et donc bah, c'était aussi très très difficile pour faire entendre mes arguments quand je lui disais mais ça va, c'est pas bon du tout si on fait ça. Donc c'était un petit peu conflictuel. Après, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout les conflits et donc je vais toujours trouver le moyen de contourner ça, et d'être diplomate et complaisante le plus possible et de faire des compromis. Heu et mais oui, ça m'est arrivé. Mais vraiment, peut-être un client sur, je sais pas, peut-être, 10 ou 15. D'accord, ok. Et comment tu as réussi, tu disais que finalement tu as fait preuve de complaisance, comment tu as fait pour te désintoxiquer de ce client ou pour lui faire comprendre que toi aussi tu avais des idées et qu'elles pouvaient être différentes des siennes par exemple? Ben, alors, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de travailler avec lui. Donc j'ai terminé le projet. J'ai pas arrêté, pour le coup là, je m'en serais voulu, mais moi je pense que dans certains cas, on est obligé de, quand on est trop en désaccord avec quelqu'un, il faut mieux pas continuer plutôt que de continuer et de faire quelque chose de très mauvais. Mais là, avec celui-ci, j'ai juste lâché prise. Je me suis dit: «Bon, c'est pas grave, il veut vraiment pas entendre, malgré tous les arguments que j'ai donnés, il veut vraiment pas entendre, ce que j'ai à dire et mon expertise sur le sujet, donc bah, tant pis». Et après, si ça intervient en début de projet, en général, je recadre direct et je dis au client, que s'il veut faire le truc soi-même, il télécharge Adobe XD et il apprend à s'en servir et il le fait, et que moi je suis au-delà d'être une exécutante, je suis là pour apporter mes idées. Hem Maintenant, quand c'est à la toute fin du projet, comme c'était pour ce client-là, et qui vraiment il voulait pas du tout lâcher l'affaire malgré toutes les discussions et tous les arguments que je pouvais apporter. Dans ces cas-là, j'ai juste lâché prise et je lui ai dit: «Bon bah, OK, on fait ça». En sachant que c'était, je suis perfectionniste, donc c'était un petit détail. Jamais j'aurais laissé repartir un client avec une énorme erreur, que ce soit UX ou UI dans ses designs. Mais là, de mémoire, c'était une discussion sur des couleurs et sur les couleurs d'un label ou d'un bouton. Et comme il voulait vraiment pas entendre raison, je lui ai dit: «Bon, voilà, écoute, on fait ça et quand tu passeras au test utilisateur», puisque c'était quelque chose qu'il faisait pas avec moi, je dis: «Quand tu feras les tests utilisateurs, ben, tu verras ce qu'il en ressort». Hmm. Et voilà. Bon, après, du coup, vu que j'ai arrêté de travailler avec lui, il m'a pas vraiment redonné de nouvelles de ça. Est-ce Mm. que tu peux, au niveau humain, est-ce que tu as l'impression que c'est plus intéressant? Est-ce que tout à l'heure, tu disais que tu avais de la liberté par rapport au temps de travail, ou, etc. Est-ce que au niveau humain, c'est plus intéressant?
tu peux te positionner. Effectivement, on dit souvent que les freelances peuvent choisir, entre guillemets, leur sujet d'activité. Est-ce que toi, c'est ton cas aujourd'hui ou est-ce que tu prends tous les sujets ou tu les choisis en fonction de tes envies du moment? Comment ça se passe? Alors déjà, ouais, oui, humainement, c'est sûr que le freelance, enfin, j'ai l'impression que ça m'a presque plus apporté que le salariat parce que je rencontre de nouvelles personnes tout le temps, en fait. Hmm. Donc, voilà, déjà, c'est pas mal, pour la première partie de la question. Hem, et puis, du coup, le fait d'avoir plus de liberté fait que je suis plus heureuse. Maintenant, en termes de sélection de projets, alors je suis fermée à aucun secteur, aucun domaine, en particulier. Moi, ce qui m'anime vraiment, c'est la façon dont le client va me présenter son produit, en fait. Et D'accord. et je me suis rendu compte que c'était en fait, c'est vraiment ça qui me donne ou pas envie de travailler sur un projet. Ça et potentiellement, du coup, aussi le challenge qu'il y a derrière. Voilà, je sais qu'un client qui me parle de son projet, mais qui en parle, mais limite avec un air un peu blasé, heu, je vais être un petit peu plus sur la région, me dire: «OK, donc lui, il a déjà pas l'air hyper investi dans son projet. Comment est-ce qu'il va réussir, moi, designer, qui suis complètement externe, à me motiver et à m'investir dessus et à m'investir dans sa cible et tout ça?» À te vendre son projet, en fait, puisque c'est son projet à lui, effectivement. Exactement, voilà, c'est ça. Hmm. Après, sinon, d'une manière générale, j'ai un peu envie de c'est peut-être un peu mon âme de junior insouciante, mais voilà, j'ai envie d'explorer aussi pas mal de secteurs parce que je sais que je suis très loin d'avoir travaillé dans tous les secteurs possibles et j'ai envie d'en faire le plus possible pour, quand j'aurai un peu plus de recul, me dire: «OK, donc ouais, j'ai vraiment adoré travailler dans le secteur sportif» ou alors, «Ah non, j'ai vraiment détesté travailler dans le secteur, je sais pas, de l'ameublement», par exemple Ouais, et heu et voilà, pour dans la finalité, me dire: «Voilà, donc je sais que ces secteurs-là, ça me branche à fond et j'aimerais vraiment y consacrer mon temps et peut-être, pourquoi pas, me spécialiser dans un secteur ou un domaine en particulier un jour». d'accord, Mais pour l'instant, je suis ouverte à tout. d'accord, ok. Ah, c'est très bien. Et alors, il y a une question qui revient souvent dans mes interviews, c'est quelles erreurs as-tu fait depuis ton lancement en tant que designer freelance? Bah, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'était peut-être le fait d'être un peu trop gentille avec mon client et D'accord. de céder un peu trop facilement, de s'écraser un petit peu trop et peut-être aussi de pas avoir assez confiance en moi. Mais ça, il y a pas vraiment de remède, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. C'est pas on n'en prend pas confiance en soi du jour au lendemain, mais voilà, c'est vrai qu'au début, le manque de confiance en moi, parfois ça me tirait un petit peu une balle dans le pied. Qu'au tout début, quand ça faisait tout juste 6 mois que j'avais commencé, j'avais beaucoup de mal à m'imposer en fait. Et c'était majoritairement dû parce que voilà, j'avais pas beaucoup confiance en moi, je me sentais absolument pas à ma place en tant que professionnelle. Hmm. Mais bon, c'est en même temps, c'est quand on n'est pas encore diplômé, quand on comment ça s'appelle? Quand on combine plusieurs, Les activités? activités en même temps, c'est on a l'impression d'avoir la tête partout, donc c'est difficile de se dire: «Ah bah, moi je suis experte dans ça», alors qu'à côté, je prenais des cours et puis je faisais j'avais aussi mon travail en entreprise, de 35 heures. Hmm. Donc c'était voilà, c'était beaucoup et je pense que c'était aussi pour ça que j'avais du mal à m'affirmer et je sais que je suis passée à côté de pas mal d'opportunités parce que, je donnais pas forcément suite parce que j'avais l'impression que j'en étais pas capable. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Et Mmh. du coup, tu laissais échapper ces opportunités ou tu Ouais, les... c'est D'accord. ça, mais c'était même pas malgré moi, mais c'était juste que voilà, par exemple, j'avais un call hyper intéressant avec des gens qui étaient intéressés par mon profil et du coup, dans la conversation, il me disait voilà, donc en général, à la fin du call,
oui, bon, bah, du coup, ben, envoyez-nous votre devis et on va comparer avec d'autres designers et en fait, je alors il y a eu de rares fois au tout début où des fois j'envoyais même pas le devis. Ah oui, Hem, Vraiment la fille se tire une balle dans le pied, clairement. Hem Et puis il y effectivement. a eu d'autres fois où je l'envoyais, mais je me disais, parce que je me disais: «Ah mais ça va pas le faire de toute façon, ils me répondront jamais, attends, ils ont contacté d'autres designers donc ils ont dû contacter des pointures de pointures des mecs». Comme si, comme si tous les autres designers sortaient de chez Facebook ou Apple et que moi non. Mais je sais pas pourquoi, on va mettre ça sur le sur le fait que j'étais vraiment jeune et inexpérimentée et que j'avais une piètre opinion de moi-même aussi, je pense. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu ça. C'était à cause de ça que je passais à côté de certaines occasions parce que je me disais de missions, pardon, parce que je me disais, non mais je vais pas y arriver. De toute façon, les autres designers, ça doit être des pointures, donc pourquoi ils me choisiraient moi? À l'opposé de la première question, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les réussites dont tu es fier aujourd'hui dans ta vie de designer freelance? Je suis assez fière de pouvoir avoir des prospects qui viennent à moi et que je sois pas obligée d'aller les chercher moi-même. Je sais que, enfin, j'ai eu rencontré des personnes qui, pour le coup, avaient vraiment besoin de faire ce travail de prospection, on va dire de prospection directe, où voilà, elle parcourait des sites qui étaient un petit peu vétustes, et ensuite elle contactait via le formulaire de contact du site ou via un numéro de téléphone pour proposer ses services. Et dans mon parcours, j'ai eu la chance, en fait, d'arriver à générer ce réseau et cette. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un engouement, mais j'ai réussi à générer, voilà, de la curiosité, on va dire, chez certains des utilisateurs LinkedIn qui font partie de mon réseau. Et du coup, mon profil s'est propagé comme ça. Et mon réseau, au fur et à mesure des semaines, parce que c'est vraiment passé sur un temps très court, mon réseau, au fur et à mesure, a grossi. Et en fait, c'est comme ça aujourd'hui que j'ai des prospects et de nouveaux clients. Et uniquement comme ça. Et ça m'enlève une grosse épine du pied. Ouais, c'est clair, ouais, effectivement, tu as toute la partie, on va dire, recherche prospect, démarchage commercial, tu le fais plus ou quasiment plus, ou en tout cas de manière peut-être indirecte, c'est ça? C'est ça. Ben, en fait, pour moi, le démarchage, il va s'arrêter au fait de répondre aux DM, de programmer comment on appelle ça? De programmer des entretiens téléphoniques, des visios pour discuter avec les clients de leurs projets. D'accord, ok, mais c'est génial, Ouais. ça devrait être que ça, quoi, toute la vie. Moi, je l'espère et je le souhaite à tous les freelance. Bon, après, c'est sûr que chacun a ses méthodes et je pense qu'il y en a pour qui, bah, au contraire, ils préfèrent faire leur petit démarchage tranquille et c'est tant mieux. De toute façon, il faut de tout pour convenir à tout le monde. Mais c'est vrai que je suis très contente que ça fonctionne comme ça parce qu'en plus de ça, je déteste le téléphone. Je déteste parler au téléphone. Et devoir appeler des gens que je ne connais pas, ça m'angoisse énormément. Donc je suis vraiment contente que Internet fasse cette barrière et qu'aujourd'hui, voilà, les clients et les prospects viennent à moi et que j'ai pas à aller les chercher. D'accord, ok, super. Pour terminer l'interview, je voudrais te poser trois questions. Il y en a deux qui sont plus en référence à ton parcours et à toi-même. La première question, pardon, quel épisode de Design Plus as-tu aimé et pourquoi? J'ai beaucoup aimé celui que tu as fait, sur, le retour d'expérience de Mathilde, c'est ça? Sur l'UX UI. D'accord. Hem, alors déjà, je sais pas si elle écoute un podcast, mais en tout cas, je trouve qu'elle a une voix très apaisante. Donc, si tu passes par là, Mathilde, voilà, on ne se connaît que par LinkedIn, mais je trouve que ta voix est très apaisante. Et je sais pas, elle a donné énormément enfin, elle a beaucoup, du coup, elle a parlé de son retour d'expérience par rapport à un projet, comment s'articule un projet. Hmm. Et on a eu, enfin, j'ai eu la sensation d'avoir une proximité
par rapport à la façon dont elles travaillent. D'accord. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça fait bizarre parce que c'est vraiment quelqu'un que je ne connais que virtuellement. On ne s'est jamais parlé, directement, en tout cas, à part par commentaires interposés. Et pourtant, j'avais l'impression que on avait la même approche, la même façon de travailler, le même processus. Donc ça, c'est vrai que ça m'a un peu, bon, j'irai pas jusqu'à dire bouleversée, mais c'était un petit peu interloquant. D'accord, ok, ben super. Et ça va finir sur un appel téléphonique, ça, à mon avis. Oui, écoute, oui, ouais, pourquoi pas, après tout. Ensuite, les deux autres questions, c'est qu'est-ce qui te différencie d'un autre ou d'une autre designer, s'il te plaît? Mon syndrome de l'imposteur te répondrait rien, mais du coup, c'est une question que je pose pas mal à mes clients quand ils me disent: «OK, c'est bon, on va travailler avec toi et tout». En général, je leur dis: «Du coup, est-ce que je peux demander, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette décision-là?» Et ce qui revient beaucoup, c'est mon style graphique. Bon, de toute façon, je pense que c'est pareil pour pas mal de designers en général. C'est voilà, c'est mon style graphique et plaît beaucoup. D'accord, Et il y a aussi les idées que je peux apporter en amont sur un projet. Donc pendant la prospection, voilà, ça m'arrive de donner voilà des petites bribes d'idées. Euh, voilà pour montrer bah déjà parce que en général, enfin je génère des idées 1000 à la minute, surtout quand on me parle d'un projet et tout ça, et que la personne en face est motivée. Donc ça m'active les méninges. J'ai plein d'idées, donc je les donne. Et c'est quelque chose qui prouve aussi mon implication de mon côté. Et c'est aussi, je pense, à ma personnalité. Ça m'est très souvent arrivé qu'on me dise que j'ai réussi à décrocher le projet. Alors, bah oui, ok, peut-être que par rapport aux autres designers qu'ils ont rencontrés, j'avais beaucoup moins d'expérience, mais il y a eu le fameux feeling. On s'est bien entendu. J'avais une vision des choses qui leur plaisait. Et voilà. d'accord, Je pense ok, que c'est ça. d'accord, merci. Donc la dernière question, c'est comment vois-tu ton métier dans 10 ans? Alors c'est peut-être une vision un petit peu pessimiste, mais j'ai un peu la sensation que l'UX design va avoir un mauvais retour de bâton, un peu comme le graphisme. Pour l'instant, l'UX design, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, en France en tout cas. Et les gens commencent à se rendre compte que c'est vraiment important de concevoir un produit en fonction de ses utilisateurs et pas en fonction de ses propres goûts, pas en fonction du développeur. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un domaine qui commence à intéresser vraiment beaucoup de gens, ce qui est une très bonne chose, bien sûr. Mhm. Il y aura jamais assez de designers pour répondre à toutes les futures demandes, surtout avec la digitalisation qu'il y a aujourd'hui. Mais le souci, c'est que je pense aussi un petit peu au revers de la médaille. Et comme ça a fait il y a quelques années dans le graphisme où c'était vraiment un domaine hyper attrayant, où voilà, il y avait beaucoup d'avantages, c'était super, il y avait beaucoup comment on appelle, d'offres en fait. Il y avait beaucoup d'offres. Il y a eu pas mal de gens qui sont arrivés dans ce domaine-là par opportunisme et qui savaient qu'il y avait moyen de se faire de l'argent très simplement, très facilement, alors que c'est pas forcément le cas en plus, hein, c'est même pas forcément une réalité, mais voilà, il y a eu beaucoup d'opportunistes et j'ai un peu peur que c'est ce qui se passe avec l'UX, lui, et D'accord, que les beaux parleurs arrivent à prendre la place de ceux qui ont vraiment du talent et que du coup les juniors aient beaucoup de mal à se différencier et à sortir de cette masse. d'accord. Est-ce que c'est pas notre rôle de designer d'informer correctement les clients ou les prospects? Tout à fait. C'est tout à fait notre rôle et
c'est clair que même moi, j'en parle le plus possible autour de moi. Le souci, c'est que c'est exactement comme pour le graphisme. Autant il peut y avoir des professionnels un petit peu véreux, autant il y aura aussi toujours des clients qui chercheront le moins cher, Mmh. le plus rapide. Et ben, forcément, du coup, c'est des personnes qui, même si on leur explique, ne sont pas disposées à entendre. Mmh. Et c'est triste, c'est même très triste, mais c'est pour moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que ça fait partie de notre rôle d'expliquer. D'expliquer voilà en quoi ça consiste, pourquoi est-ce que c'est comme ça et tu fais partie des gens qui sont actifs sur LinkedIn et qui mettent beaucoup voilà beaucoup en œuvre pour clarifier, expliquer, simplifier tout ce qui est du domaine du design et particulièrement de l'UX/UI. Mais je pense qu'il y a toujours des gens qui passeront à côté de ça parce qu'en fait ils n'ont pas envie de savoir. Voilà. Et ils le feront parce que ah, bon, ah oui c'est important, bon ben on va faire appel à quelqu'un et puis voilà et puis sans grande conviction ils vont faire appel à quelqu'un qui sera peut-être pas forcément le meilleur dans son domaine, peut-être même le pire ou Mmh. l'un des pires et qui sera peut-être juste là parce qu'il sait qu'il y a moyen de faire de l'argent et c'est ouais, c'est très pessimiste. Plus j'en parle, plus je me dis que c'est pessimiste, mais c'est ma vision franche des choses. D'accord, ok. C'est intéressant comme vision. J'imaginais pas du tout. Moi, de mon côté, je l'imagine pas comme ça, mais c'est intéressant de poser les choses et d'échanger. C'est intéressant. Merci Marie. Et donc la dernière pour conclure cette interview, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux auditeurs qui voudraient se lancer en freelance? Quel conseil tu pourrais leur donner pour sauter le pas ou de suivre leur chemin? Mmh, ouais, c'est facile à dire, mais je dirais ne pas avoir peur. Et non, alors déjà, bon, avoir peur, c'est normal et je veux dire, si on n'a pas peur, c'est qu'on est bizarre, mais c'est normal d'avoir toujours de l'appréhension quand on se lance dans quelque chose qu'on n'a jamais fait. Maintenant, si c'est pour des gens qui sont vraiment, courageux et motivés, juste faites-le, suivez vos envies, suivez votre instinct. De toute façon, même si ça marche pas, ce sera jamais une mauvaise expérience parce que ça aura toujours des choses à apporter, de positives en tout cas. Voilà, on apprend de ses erreurs et du coup faire des erreurs, bah, c'est pas un échec, c'est au contraire. Et pour ceux qui ont de l'appréhension, bah, du coup, je dirais trouver un plan B. Heu, un petit peu du coup ce que moi j'ai pu faire, voilà, j'ai commencé le freelance par hasard parce que je voulais me faire un petit peu d'expérience, mais derrière, j'avais, voilà mon apprentissage et j'ai toujours eu, faut pas se mettre des barrières en mode, si je commence à me lancer dans le freelance, jamais je m'arrête et tant pis, jamais je ferai autre chose. Faut surtout pas se dire ça, au contraire, quand on est vraiment, anxieux, il faut se laisser des portes ouvertes, et se dire: «Voilà, si j'y arrive pas, bah, c'est pas grave. Je trouverai autre chose, je trouverai un poste», il faut pas voir le freelance comme, la dernière solution, au contraire. Faut le voir comme une solution parmi tant d'autres. Et du coup, plus généralement, je dirais, faut s'écouter et faut pas se forcer à faire des choses qui nous rendent pas heureux, même si c'est inconscient et c'est de toute façon, c'est tout un processus de réussir à se rendre compte que ce qu'on fait, en fait, ça nous va pas du tout. Mais une fois qu'on l'a trouvé, je pense qu'il faut pas attendre trop longtemps non plus avant de se lancer, parce que plus on attend, plus on réfléchit et plus on se dit que c'est une mauvaise idée et c'est pas très bon. D'accord, eh ben super, quel conseil effectivement. J'espère qu'il y a beaucoup de jeunes designers ou de designers qui sont salariés qui voudraient se lancer, à qui ce retour va intéresser. Je suis sûr qu'ils seront vraiment très intéressés par ce retour d'expérience inspirant, j'ai envie de le dire, c'est vraiment très bien. Merci beaucoup Marie, l'interview est terminée, donc à très bientôt pour une prochaine interview. Merci. Merci encore. Merci d'avoir écouté cet épisode de Design Plus jusqu'au bout.
Maintenant, partagez cet épisode à 2 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles ou un pouce en l'air avec un commentaire sympa. Cela me permettra d'échanger avec vous et de faire monter mon podcast dans les classements. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez suivre Design Plus sur Instagram, Design plus PLUS _ podcast et sur LinkedIn, Design plus le podcast. Je suis Laurent Galen et grâce au design, j'accompagne les sociétés à créer, à développer, à améliorer leurs produits et services. Et je suis également formateur en design UX, UI pour les applications mobiles. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou bien d'une formation, alors contactez-moi sur www.laurentgalenattaché.com. À bientôt!